Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume, le créateur du blog Mes Premières Ruches, et je vous apprends l'apiculture de A à Z. Dans ce premier podcast, je vous partage l'interview de Pascal, un apiculteur que j'ai rencontré en août, et cet apiculteur se bat contre le frelon asiatique sur ses ruches. Donc, bonne écoute, et j'espère que vous apprendrez quelque chose de cette interview. Juste pour passer les questions, j'avais des questions comme quand est-ce que vous avez commencé l'apiculture ? À partir de quand est-ce que vous avez switché de dire maintenant c'est bon, je m'y mets ? Combien de temps vous y passez par mois ? Comment vous avez appris ? Comment vous voyez l'avenir de l'apiculture dans les prochaines années, voire les prochaines décennies ? Pas tout en même temps, alors. Non, pas tout en même temps, mais c'est pour vous dire un peu un aperçu. Ouais. Votre approche de l'apiculture, parce qu'il y a une approche un peu particulière, de vous dire je veux que du dadan. Séduit par cet animal magnifique et enchanteur qui est l'abeille, son système de vie sociale, et puis tout ce qu'elle fait, c'est magique. Tout ce que font les abeilles, c'est magique. Donc voilà. Quand j'ai commencé, après j'ai pu arrêter. Mais qui est-ce qui vous a fait découvrir ça ? Paul. Et en fait, c'est un copain à nous qui est apiculteur à côté de chez nous. Et un de ses anciens collègues prenait sa retraite, il était apiculteur professionnel et il revendait des ruches complètes. Donc on a acheté, d'abord c'est mon copain Paul qui en a acheté une, et l'année d'après c'est moi qui en ai acheté une. Et puis comme on a perdu chacun notre ruche solitaire, donc on s'est retrouvés comme des pauvres malheureux, et on a décidé de faire une association, puis d'en prendre 4, 5. D'accord. Voilà, puis là on est arrivé à 9. 9, d'accord. Ouais. À chaque fois, vous avez racheté des essaims ou vous avez fait des divisions ? Ah non, jamais. Non. Le seul essaim qu'on a acheté, c'est le premier. Ouais. Après, on n'a plus jamais rien racheté. D'accord. Non. Après, ça vient. Oui. Si, on a acheté on a acheté des rennes Buckfast cette année pour voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau production l'année prochaine. Oui. Et puis, facilité d'approche de la ruche, parce que la Buckfast est une abeille douce, pas agressive du tout, très productrice. Qui gère bien ses provisions, normalement ? Normalement, oui, si on lui laisse de la place. Puis c'est à nous de les gérer aussi, les provisions, et pas la piller. Comment vous faites justement à l'approche de la récolte ? Est-ce que vous dites, il y a un certain pourcentage, 10 ou 20%, que vous allez leur laisser pour l'hiver, que vous allez mettre dans le nourrisseur, et après... Non, on leur laisse dans les cadres. Directement dans les cadres ? Quand on récolte des hausses, des fois il y en a qui ne sont pas operculés, donc on les laisse. Vous laissez dans la hausse ? Dans la hausse directement, ouais. D'accord. En fait, les Langstroth, on les hiverne avec une hausse. Ah. Parce que souvent, il reste... comme on n'est pas des pilleurs, puis c'est pas notre métier, donc le business, on s'en fout un petit peu. On leur laisse toujours de quoi passer l'hiver. Puis là, il y a encore l'automne qui va arriver. Il y a tout le lierre qui va arriver. Elles vont pouvoir engranger. Et là, on va commencer à peser un petit peu les ruches. D'accord. Parce que ça commence à être la période la plus critique, parce que là, elles mangent leurs réserves. Ouais. Mais il y a des réserves à venir à l'automne. Il y a plein de lierre. Ça c'est pas un miel bon pour nous, mais par contre, pour les abeilles, c'est très bon, parce que c'est productif. Ok. Bonne réserve. Voilà. Mais on les pèse. Et puis on tâche de leur en laisser un maximum. On va jamais taper dans le corps déjà. On tape que dans les hausses. D'abord parce que dans le corps, il peut y avoir des résidus de nos traitements contre le varroa. Donc on tape jamais dans le corps déjà. D'abord pour leur laisser leur nourriture propre. Et puis en plus, voilà, comme il risque d'y avoir des petits résidus d'amitrase ou d'acide formique, on prend jamais dans le corps. D'accord. Et la démarche Langstroth ? Oui, on a commencé en Langstroth. Et après, on a récupéré des ruches, on nous en a donné, on a racheté des vieilles choses. Et puis on a mélangé Langstroth d'Adam. On a essayé une varée aussi. Mais après, c'était trop compliqué d'avoir 3 sortes de ruches. C'est pas pratique pour faire des divisions, pour faire des écrémages, etc. Donc on a gardé Langstroth d'Adam. Et là, petit à petit, je pense qu'on va migrer sur la d'Adam généralisée. Pour l'instant, on a 7 Langstroth et 2 d'Adam. Mais je pense qu'au fur et à mesure des morts, etc., on va transformer les Langstroth en d'Adam et mettre des cadres plus grands. D'accord. C'est plus pratique pour le peuple, pour la place, quoi. Parce que c'est pour ça que d'ailleurs qu'on laisse les hausses, les premières hausses des Langstroth avec des peuples très 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 vigoureux. La reine, elle pond automatiquement dans la première hausse, elle a besoin de place.
Et donc en fait on met 2 hausses, 3 hausses. Les deuxième et la troisième c'est pour la récolte et la première c'est pour la ponte. D'accord. Il y a besoin de place. Une reine au printemps, une reine qui est vigoureuse et jeune, ça a besoin de beaucoup de place. Et est-ce que vous faites une sélection des reines, ou vous les renouvelez, ou vous laissez faire? Alors, non, ça on laisse faire. En marquant en fait, les reines? Comment est-ce que vous non, jusqu'à présent on les marquait pas. Mais là on a récupéré des reines d'un ami belge, Donc les Buckfast? des Buckfast. Donc là elles sont marquées, puisque cette année c'est l'année du bleu, donc elles sont marquées en bleu. Et quand on a fait pour remplacer les reines par nos vieilles reines, enfin nos vieilles reines, c'était pas des vieilles d'ailleurs. On a donc isolé les reines pour orpheliner la ruche, recevoir la nouvelle reine. Et vous connaissez le principe. Oui. Voilà, on les orpheline, elles fabriquent des cellules royales, puis au bout d'une 8-9 jours, on tue toutes les cellules royales, on les élimine, et là, les abeilles se retrouvant complètement orphelines, sans œufs de moins de 3 jours pour faire des nouvelles reines, la reine qui arrive sera automatiquement acceptée à 99%. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ok. Et donc on a gardé, on en a gardé une sur les 4 qu'on a orphelinées, on a gardé une reine. Et vous avez eu 100% de succès pour l'orphelinage. C'est-à-dire il y a eu sans problème l'acceptation. L'acceptation 100%. Ok. Ouais. Ah oui. Je connaissais pas ce principe. À un moment, je connaissais le principe d'avoir une reine et des accompagnatrices. Mais c'est ça. On les a reçues avec des accompagnatrices. Ah, okay. Elles étaient dans des petites cages à reines. Avec une partie de avec candy. une petite provision de candy pour le voyage. Et quand on les insère dans la ruche, qui est orpheline, on pète une petite capsule qui est derrière le nourrisseur. Et les abeilles attirent. De toute façon, la première chose qu'on fait, on met la petite cage à reines sur les cadres et on voit tout de suite toutes les abeilles qui viennent dessus. D'accord. Elles sont attirées immédiatement elles sont tout de suite attirées par la nouvelle reine, parce qu'elles balancent tout de suite des phéromones. Et là, si elles ne sont pas dessus, c'est louche. Mais on les a mises dessus tout de suite, c'était noir d'abeilles et tout. Donc on a pris avec un clou, on a mis ça perpendiculairement. Et puis au bout de, le lendemain on est arrivé, tout était mangé, les reines étaient sorties et acceptées. D'accord. Mais où est-ce que vous avez appris tout ça? C'est avec l'apiculteur qui vous a appris? Déjà avec un bouquin, on a acheté des bouquins, on a acheté le traité rustical d'apiculture, qui est assez bien foutu et très complet, c'est une belle bible. Beaucoup d'informations intéressantes. Et puis on a un copain qui a fait ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il fait. C'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a montré un petit peu comment faire, les divisions, les réunions, les traitements, les machins. Enfin, il nous a. Et en combien de temps il vous a appris? On apprend tous les jours. J'en apprends encore maintenant. On en apprend tous les jours. On n'a jamais la science infuse. Mais il n'y a jamais de systématique aussi. On a mis, disons, 2 ans à vraiment pouvoir se débrouiller complètement tout seul, 1 an et demi à peu près, mais non, ça c'est facile, hein, c'est pas très compliqué. Il faut être doux, faut pas être brutal avec les abeilles. Au début, j'avais tendance à être un petit peu brutal. D'ailleurs, la première récolte, c'était une agression assez notoire. C'était pas terrible pour les gens qui étaient dans le voisinage, mais après, ça s'est passé très bien. On fait ça délicatement, on en fume bien, correctement. Et voilà, oui, en 2 ans, on n'était pas mauvais. Ok. Voilà. Et là, donc, c'est la combienième année, samedi? Bon, là, ça fait au moins 8 ans qu'on est dans l'apiculture. 8 ans. Ouais. D'accord. Et c'est toujours aussi génial. Et même si je faisais pas de miel, je crois que je ferais quand même de l'apiculture. Voilà. Parce que c'est d'abord parce que c'est vachement utile pour la pollinisation de nos jardins. Et puis c'est tellement fascinant comme peuple. Et comment vous voyez son avenir de l'apiculture? Je sais pas. Là, je suis pas très très optimiste parce que, comme vous le savez, hein, l'agrochimie pousse pour qu'on n'arrête jamais les néonicotinoïdes. D'ailleurs, même en France, ils parlent de réautoriser dans les cultures de betteraves parce qu'ils se plaignent que les pucerons, ça bouffe leurs betteraves et qu'ils jaunissent, etc. Donc, normalement, c'était interdit. Et là, paf, ils demandent une rallonge de 2-3 ans. Je suis pas très optimiste parce que c'est le fric qui prime d'abord, avant tout, et pas la santé des gens. Et la santé des gens, elle passe par la santé des abeilles, à mon sens. Donc, je suis pas très optimiste. Ça peut être une éclaireuse de ce qui se passe si on maltraite les abeilles.
Nous, on sera. De toute on est en façon, deuxième si les ligne. abeilles disparaissent, même si nos petits cadors de l'agrochimie préparent des drones, des machins, etc., pour essayer de polliniser artificiellement, je pense que ça suffira pas. C'est clair que ça suffira pas. Ouais. Puis il n'y a pas que nos abeilles, il y a tous les pollinisateurs sauvages qui sont très importants aussi. Ouais. Hein, donc eux aussi en souffrent, c'est pareil, eux aussi en crèvent des produits chimiques. Donc, non, je ne suis pas vraiment optimiste. Ok, Pas vraiment. d'accord. Et depuis vos débuts, depuis 8 ans, quelle a été votre plus grosse difficulté pour l'apiculture? Est-ce que c'est arriver à trouver du temps? Non, parce que j'ai commencé, j'étais pratiquement à la retraite, puis j'étais à mon compte, donc je travaillais assez peu. J'avais des plages de liberté tranquilles. C'est pas énormément de travail, mais il faut être assidu et assez régulier parce que il y a des périodes où il faut s'en occuper plus que d'autres. Là, en ce moment, c'est un peu plus cool parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais au printemps, si on veut éviter les essaimages, il faut faire attention à toutes les nouvelles reines qui peuvent arriver, malgré des jeunes reines, et les peuples essaiment quand même. Ça, c'est l'avantage de la bugfast, c'est qu'elle essaime très peu. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait cette expérience-là. Mais sinon, non, enfin, moi, j'ai jamais eu de problème à gérer. Puis depuis que je suis à la retraite, c'est un bonheur, quoi. Puis le confinement, ça a été super génial. Alors ça, là, les abeilles se sont régalées cette année. Pas de forestiers pour faire du bruit, très peu de produits chimiques déversés dans les champs, pas de tonte des talus, puis des abords de route, tout ça, ça poussait, il y avait des fleurs de partout. Le miel est monté à une vitesse. C'était bien. Au point de vue du temps, il n'y a pas eu de coup de froid juste Il y après. a eu en plus la météo était et il y avait tous les éléments pour avoir une excellente année. Donc les apiculteurs sont contents cette année, je crois. Ouais. Sauf Le sud-ouest. sud-ouest. Il a beaucoup plu et ça a descendu les fleurs et le pollen et c'est beaucoup trop plu pendant la floraison au printemps. Sinon tout le reste ça va, à part là où il y a des grandes monocultures intensives qui nous font des cochonneries, quoi. Et vous pensez vous y consacrez combien de temps par semaine? Enfin par mois plutôt. Si on devait... Ça dépend des périodes. En période de printemps, c'était environ 2-3 heures par semaine, à peu près. D'accord. À peu près, en moyenne, quoi. 2-3 heures. Des fois, c'était 2 heures, des fois, c'était 4 heures. Ça dépendait du travail qu'on avait à faire sur les ruches, etc. Printemps, oui. Mais pour de 5 à 9 ruches, hein. C'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de ruches. On n'a que 9. Quand même. Après, il y a l'effet d'expérience, une fois qu'on apprend avec 2 ruches, une fois qu'on en a 4. Oui, puis, et puis bon, on les a un petit peu disséminés. C'est ce qui nous prend plus de temps. En plus, c'est les balades entre les lieux. Vous en avez combien? 2 ou 3? Là, j'en ai 2. Oui. Il y en avait 4 à l'Olivret, 2 chez mon copain, 1 chez mon copain et 2 chez ma copine. Ok. Voilà. On avait 4 endroits. Maintenant, on n'a plus que 3 endroits. D'accord. Enfin, 1, parce que ça, je considère que c'est un seul endroit, la Haute-Ville. 1, 2 et 3 au Crestet. Voilà. Ok. L'Olivret, c'est un bon endroit pour le printemps quand il n'y a pas les frelons. Après, quand il y a les frelons qui arrivent, c'est un problème parce qu'on n'est pas là sans arrêt. Il y a notre présence aussi perso qui y joue parce que je vais souvent les voir, elles sont à côté de mes poules. Donc, dès que je vois un frelon, schlac, je le tue, je le donne aux poules. Les autres, ça les fait fuir parce qu'ils ne sont pas cons. Ils voient très bien qu'il y a un prédateur qui arrive. Donc, non, là-bas, elles sont un peu trop abandonnées, c'est un problème, quoi. Je sais pas. Est-ce que ça va. Ah, si on trouve si le mélange, le miel fermenté marche comme appât de frelons, ça on pourra peut-être... Parce que là, il y a une véritable... C'est ce que disent les apiculteurs qui ont trouvé le bon moyen de les attirer. Dès qu'il y a un piège qui marche, la pression sur la ruche, elle descend, elle divise par 80%. Donc il faut trouver le bon truc. Si ça marche, apparemment, lui, il a trouvé que ça marchait très très bien. D'accord. C'était le meilleur appât à frelons. Donc si ça pouvait marcher, en attendant les phéromones qui va les attirer de façon drastique... Je ne sais pas si le CNRS travaille beaucoup. Ils ont travaillé pas mal au début, mais j'ai rien entendu parler de résultats de recherche depuis. Ok. J'ai vu sur YouTube un homme, sa spécialité, c'est l'éradication de nids de frelons asiatiques. Ouais, bah il fait le buzz. Il a des. En plus, c'est impressionnant. Oui, ça c'est impressionnant. Bon, il se met en scène. Hein, oui, bien sûr. Il en rajoute. Mais j'ai vu un reportage où il massacre, il éradique un nid de frelon qui est dans un roncier. C'est-à-dire, là, au ras du sol,
Vous l'avez certainement vu celle-là. Et là, on entend les frelons qui l'attaquent, mais il y a des bombardiers qui lui sautent dessus, qui bam bam, des chocs, etc. Puis le nid, il est comme ça. Et il est au ras du sol, dans un jardin. C'est-à-dire que le type, il s'est fait piquer en tondant sa pelouse. Heureusement qu'il n'a pas été voir dans le buisson, parce que là, il était mort. Là, il était mort. Sans combinaison, c'est pas compliqué. Hein. Je sais pas, une quinzaine de piqûres de frelons, à mon avis, c'est foutu. Hein. Même pour quelqu'un de bien portant. Donc, non, c'est un vrai... Ah oui, c'est impressionnant. Je veux dire qu'il y a des vidéos de nids de frelons de ce type-là. Là. Sur les toits aussi. Donc. Mais et puis c'est des superbes œuvres d'art, hein, d'ailleurs, hein, les nids de frelons. C'est beau à voir. Hein. Oui. Mais les saloperies qu'il y a dedans, c'est moins sympa. Donc, non, maintenant, je suis tombé amoureux du frelon européen. C'est vrai, hein. Enfin, amoureux. Mais en tout cas, j'ai compris d'abord son intérêt. Il fait partie de l'écosystème, de notre écosystème, pas le frelon asiatique. Lui, il est arrivé ici comme un cheveu sur la soupe. Hein. Enfin, sur un cheveu sur une poterie chinoise, plutôt. Mais le frelon européen, lui, il a son utilité. Il a véritablement un rôle à jouer dans notre écosystème. Ça bouffe des mouches, quelques abeilles, mais c'est pas grave, c'est le tribut à payer pour avoir un auxiliaire de jardin qui est extraordinaire. J'en ai appris plein parce que j'ai regardé des tutos, des mecs qui sont amoureux des frelons européens. Et c'est drôle parce qu'ils en parlent avec brio, ouais, c'est sympa. D'accord. On se rend compte que voilà, les animaux qui nous emmerdaient les 2 premières années d'apiculture, eh ben, finalement, c'est rien à côté de cette saloperie qui est en train de nous pourrir la vie. Je suis presque aussi stressé que mes abeilles. C'est vrai. Donc voilà, on verra. On verra si notre procédé marche et si on arrive à modérer un peu les attaques, essayer d'en éradiquer le maximum, quoi, pour avoir des attaques minimales. Là, ça va. Pour l'instant, on arrive à gérer. L'année dernière, on est arrivé à gérer ça. J'espère que cette année, on va y arriver aussi. J'espère aussi. Bah oui. Parce que 5 ruches, 0 mort pendant l'hiver, c'est pas mal. Oui. On était contents. En plus, c'était des bombes atomiques au mois de mars. Voilà, c'était bien. Quand on connaît un peu le pourcentage de 30% de pertes. Bah, c'est pour ça, d'habitude, on en perd tous les ans. Hein. Tous les hivers, on perd au moins une ruche, voire 2. Quand on avait... ça dépend. Notre cheptel, il oscille entre 5 et 10 ruches. Quand on avait 8 ruches, quand on en perd 2, c'était courant les années d'avant. Là, on en a perdu 0. C'était bien. Ça veut dire quand on est bien occupé à l'automne, qu'on les a bien protégés des frelons et qu'on les a bien, on leur a laissé suffisamment de nourriture pour qu'elles passent un hiver tranquille. Donc voilà, c'est bien. Et comment vous faites pour peser pendant l'hiver ? Est-ce que vous faites la technique de vous pesez à l'arrière, vous faites x2 on a des poignées sur les côtés. Oui. Des poignées escamotables comme ça, là, qui est battantes, là, comme ça. Et on pèse un côté et on pèse l'autre. Et on ajoute les 2 poids. D'accord. Ok. Et il faut compter, pour une Langstroth, il faut compter 30-32 kilos pour qu'elle passe l'hiver sympa. Oui. Et 35 à 37 kilos pour une Dalan. Ok. Oui. Après, ça dépend du nombre de cadres qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, après, s'il y a moins de cadres, effectivement, il faut mettre des séparateurs pour que la surface, enfin le volume de chauffe soit moins important. Oui. Parce que c'est ce qui leur bouffe toute l'énergie l'hiver, c'est ça. Hein. Donc, mais elles étaient pleines, là. Les cadres étaient tous pleins. Il y avait du monde partout. Et vous hivernez sur le maximum de cadres possible. Vous dites pas, s'il y a 10 cadres, on va hiverner sur 8. Ah non, on hiverne la ruche complète. D'accord. Voilà. On met un petit isolant en bas, mais pas trop important pour quand même qu'il y ait une ventilation, parce qu'on a des grilles en dessous. Hein. Donc on laisse toujours la grille qui ventile, parce qu'il faut avoir de l'air, même en hiver, c'est important. Vous laissez pas, normalement, il y a la grille, et après il y a une plaque en métal, c'est ça que vous avez Oui, ça isolant ? c'est ça, oui. Et c'est là que, ça c'est... parce que la grille, elle fait pratiquement toute la surface de la ruche. Et c'est là que tous les déchets passent. Ça permet d'économiser un petit peu de boulot aux femmes de ménage, aux abeilles de ménage. Et le varroa, en même temps, quand on fait un traitement, il tombe dedans. Avant, on faisait des traitements avec une plaque blanche et on mettait... Ça, c'est pour la mitrase. Pour la mitrase, on mettait une plaque blanche qu'on graissait avec du beurre ou de l'huile d'olive, un gras. Et on mettait 8 gouttes d'amitrase à 2,5%. Et on glissait ça dans le fond de la ruche.
et le lendemain on recueillait ça, et ça avait l'avantage de pouvoir avoir une évaluation d'infestation. J'ai déjà vu ça. On comptait les varroas sur la plaque. Oui. Alors, il nous est rarement arrivé d'avoir des peuples très très infestés, mais là on peut avoir l'étendue des dégâts et savoir si d'abord si on doit traiter encore environ 8-10 jours après, on fait 3-4 traitements avant l'hiver pour avoir des couvains d'hiver propres et sains. Et vous traitez de manière systématique ou vous dites printemps-automne, tout le temps. D'abord on fait un test, d'abord la nitrase ça permet de tester déjà l'infestation. Alors on peut traiter, le premier traitement on le fait à 1,5%. C'est pas un traitement trop violent. De toute façon, ça ne les tue pas. Peut-être qu'il y a une ou deux abeilles qui en crèvent, mais en général, il y a assez peu de déchets. Très peu, hein. Et si par hasard, il y a une infestation notoire, à ce moment-là, on refait un traitement 8 jours après. Par rapport au nombre que vous avez compté après la première on les compte voilà. Okay. Mais il faut passer le lendemain parce qu'elles font le ménage. Elles sont très propres. C'est un animal extrêmement propre et rigoureux. Quand il y a des choses qui tombent par terre, alors, en l'occurrence, c'est comme c'est une plaque. C'est pas à travers la grille, donc elle nettoie. Et si on revient 48 heures après, les varroas, ils ont été expulsés. Mais la plaque, elle n'est pas sous la ruche, elle est... Non, là, ça c'est carrément dans le fond. Ah, dans le fond, ok, voilà. D'accord. Mais on peut aussi la mettre parce que c'est plus facile à repérer, dans le tiroir, en métal. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile à compter. Mais comme en général, nos tiroirs, ils sont tout propres, puisque quand on les redire, on nettoie, on fait toujours un petit ménage, on les laisse propres. Et on met ces petites gouttes, et ça nous permet d'avoir une évaluation de l'infestation. D'accord. Mais donc vous faites tout le temps de traitement. Oui, et de toute façon, on alterne avec l'acide formique. Oui. Et je viens d'apprendre un truc. Alors, il y a un autre acarien, ou une petite bestiole, qu'on peut acheter. Alors, je ne connais pas le nom, mais ça, c'est le fils de Paul qui nous a appris ça, parce qu'il était voir un apiculteur qui ne fait pas de récolte de miel, il est fait juste pour l'équilibre écologique. J'ai parlé de ça, oui. Et ce type-là, il a, pour le traitement du varroa, aucun produit chimique. Il achète ces petites bestioles, qu'il met dans la terre, il pose sa ruche dessus. Donc il enlève le fond de la ruche, il pose la ruche à même la terre, là où il y a ces bestioles, et les abeilles vont se faire nettoyer par ces auxiliaires de santé. Donc c'est une bestiole qui est plus petite que l'abeille. Ah oui, c'est une petite bestiole qui est à peu près de la taille de cet acarien-là. C'est à peu près la même chose, d'après ce que j'ai compris. Après, il va falloir que j'étudie la question, mais je trouve ça vachement intéressant parce que là, on est carrément dans le... Mais donc il n'y a plus de fond. 100% le plancher, vous l'enlevez, mais vraiment... On le démonte, parce que là, souvent, nos ruches, quand on les restaure, parce que quand elles sont vides, on leur met un petit coup de peinture. Et à ce moment-là, je dissocie le socle du corps. Et je fais des attaches avec des agrafes. Ça permet quand on a des réunions à faire, c'est vachement pratique parce que on enlève le fond et on met une ruche sur l'autre avec le papier journal, la grille à reine pour que tout ça se réunisse. Donc c'est pratique pour faire plein d'opérations. D'accord. Et puis de toute façon, quand vous remettez ça, les abeilles elles propolisent tout de suite pour consolider un petit peu l'attache. C'est pas une grosse attache, mais ça tient quand même. Ok. C'est étonnant. Et alors là, moi, ça m'intéresse parce que ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Et alors, si on peut... Parce que bon, l'acide formique, c'est relativement naturel. C'est quand même un acide qui vient des bestioles. Donc c'est pas... D'ailleurs, il y a souvent des fourmis dans les ruches. Souvent dans les toits, etc. Parce que dans les toits, on met un isolant. Et je sais pas, mais au moins 2 fois sur 5, il y a des fourmis qui rentrent dedans et qui font leur nid dans le toit. Et à chaque fois, vous les laissez, vous, les fourmis? Ah oui, mais ça fait bon ménage. Elles rentrent pas dans la ruche parce que pour elles, c'est interdit. Par contre, au-dessus, il n'y a pas d'abeilles. Dans le toit, il n'y a absolument pas d'abeilles. Parce qu'il y a le couvre-cadre qui isole. Donc elles sont peinardes. Elles sortent par les bords du toit. Elles vivent leur vie. Elles vont bouffer. Elles reviennent dans leur nid. Et tout ça, ça fait 2 peuples qui ont une vie assez similaire. Il y a une reine qui pond. Il y en a une autre qui pond. C'est le seul cas où il y a 2 reines par ruche. Une reine fourmi et une reine abeille. Donc non, ça ne dérange pas. Franchement, ça ne dérange pas. Après, à un moment donné, quand l'hiver arrive et qu'on a besoin quand même de faire une isolation propre, on est obligé de changer le toit parce que là, elle bouffe tout.
Ok. C'est des galeries là-dedans, c'est assez étonnant. Donc là, ça perd de son isolant. Et l'intérêt d'isoler la ruche, c'est quand même de l'isoler par le toit, c'est là que le froid tombe. Quoi. Oui. D'accord. Très bien. Mais ça fait de l'acide formique. Oui. Donc ça doit aider à lutter contre le varroa. Pendant la saison, pendant la mielée, comme ça. De toute façon, on traite jamais avant la mielée, hein, on traite au début, puis dès qu'on met les hausses, on arrête de traiter de toute façon. Hein. Mais bon, quand il n'y en a pas, on arrête de traiter. Quand il y a 1 ou 2 varroas, on arrête de traiter. C'est pas la peine de les intoxiquer. Puis il y a des théories, il y a les puristes qui ne traitent absolument pas. Ils se disent que petit à petit, les abeilles vont arriver à gérer comme elles le gèrent avec la fausse teigne. Hein. La fausse teigne, il n'y a pas de traitement. On ne va pas pulvériser pour tuer le papillon. La fausse teigne, elle tue une ruche qui est faible et qui va mourir. Donc, c'est une théorie comme une autre. Oui. C'est comme le frelon asiatique. Il y a une pression qui est trop importante. Et je pense non, le frelon asiatique, on est obligé de les aider parce que là, la pression est vraiment, vraiment redoutable quand même. Il y a des fois 4-5 bestioles devant, quoi. Hein, et encore, on n'a pas le géant. Hein. Quand on aura le géant, je crois qu'il faut arrêter l'apiculture. Là, c'est foutu. Là. Ça sera foutu. Ouais. Ou alors, je sais pas, trouver des abeilles, mais je sais pas comment elles font au Japon pour se défendre contre des prédateurs pareils. Ouais. Frelon asiatique, je comprenais. Frelon asiatique géant, je sais pas comment on peut. Oui. Je sais pas. Ouais, le frelon asiatique, apparemment, les abeilles de Chine, enfin le peu qui reste, parce qu'il y en a plus beaucoup d'abeilles en Chine. Mais le peu qui reste, apparemment, elles arrivent à se défendre. De toute façon, c'est logique. Au bout d'un moment, elles finissent par apprendre comme elles se défendent avec le frelon européen. Hein. Comme les abeilles avec le varroa au début. C'était sur l'île de Java, non? Pour le varroa était là-bas. Je ne sais pas. Je pensais qu'il venait de Chine aussi, moi, le varroa. Oui, ou asiatique aussi. Ouais. Mais l'abeille avait pris l'habitude de se nettoyer. De se nettoyer entre elles. Donc du coup... C'était plus un problème pour elle, jusqu'à ce que ça vienne chez nous. Oui. Bon, petit à petit, de toute façon, la nature s'adapte. Mais le géant japonais, là, je crois qu'elles vont toutes mourir avant de s'adapter. Parce que là, c'est vraiment méchant. Je vous dis, j'ai vu une vidéo, c'est impressionnant. Quoi. En 1 heure, il n'y a plus de ruches. Hein. C'est d'ailleurs assez sadique de la part des caméramans, parce qu'ils ont filmé ça, sachant que la ruche, elle allait se faire exterminer. Il n'y avait pas de grille devant, rien. Donc, parce que s'il y a une grille devant pour faire empêcher les prédateurs, ils n'auraient pas pu finir. C'est-à-dire, ils commencent à attaquer, les ruches, elles s'enferment et elles ne sortent plus. On dit, elle est vouée à la mort aussi. Si elle commence à s'enfermer et qu'elle ne sort plus butinée, de toute façon, c'est le problème du frelon asiatique. C'est le stress qui fait confiner les abeilles à l'intérieur. Et qui dit confinage, dit plus de butinage. Plus de butinage, plus d'alimentation. Plus d'alimentation, la reine elle arrête de pondre. Et là, à l'automne, si elle arrête de pondre, ça veut dire qu'elle n'aura pas d'ouvrière fraîche et non butineuse pour tenir les 3 mois d'hiver ou les 4 mois d'hiver, et elle meurt. Parce que son peuple va mourir dans les semaines qui vont suivre le début de l'hibernation. Enfin, l'hivernage plutôt, c'est pas une hibernation, l'hivernage. Et c'est mort. Donc je pense que ça a dû nous arriver il y a 2 ans, à mon avis, sur 2 ruches. Ouais. Je pense que c'était ça. Ok. Après, il y a le varroa aussi. Mais le varroa, on a été assez prévoyant, on contrôle tout le temps. Donc je pense pas que c'était ça. Je pense qu'on s'est peut-être un petit peu laissé avoir par le frelon asiatique. Ok. On connaît un peu moins le frelon asiatique quand même. Bah, c'est relativement nouveau. On commence à connaître son mode de vie, son mode de reproduction, etc. D'ailleurs, on lutte beaucoup contre le frelon asiatique au début et à la fin de la saison. C'est là où on piège les reines. Mais bon, ça suffit pas. La preuve, c'est qu'il y en a encore. Donc on verra. D'accord. Donc oui, je suis pas vraiment très très optimiste parce que franchement, quand j'entends parler des vieux apiculteurs qui faisaient de l'apiculture il y a 30 ans, ils n'avaient pas de frelon asiatique, ils n'avaient pas de varroa, les pesticides étaient beaucoup moins généralisés, il n'y avait pas encore tous ces problèmes de néonicotinoïdes. Donc c'était, je mets une hausse, je reviens une semaine après, je prends ma hausse, j'en mets une autre et hop. Et c'était 30 kilos de miel par ruche, les doigts dans le nez. Oui, je crois que le pourcentage de perte est passé de 5% donc à 33%, mais c'était 5% au milieu du XXe siècle. Je sais pas, ça vous me l'apprenez, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'en ce moment, la moyenne, c'est 30, ouais.
Et 30, c'est même, je pense que c'est même pas ça la moyenne, parce que des fois c'est le minimum, quoi. Ouais. Alors ça dépend des régions, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais il y a des régions où c'est 80%. Il y en a qui ont perdu 80% pendant l'hiver, quoi. Avec des ruches qui sont en pleine santé, bourrées de nourriture, bourrées de pollen, etc. Plaf. Très peu d'abeilles mortes dedans et des abeilles mortes dehors. Ça, c'est typique, hein, des néonicotinoïdes. Elles peuvent s'arrêter et ne plus retrouver le chemin de leur ruche à 1 mètre devant. C'est con, quoi. Donc, ouais, non, c'était bien il y a 30 ans. C'était mieux avant, comme Ouais. on dit. Après, c'est un point rassurant, c'est que le nombre d'apiculteurs augmente depuis 2007. Oui, puis il y a des échanges. Alors, c'est ça qui m'en... Voilà. Là, si on arrive à... Le gros problème, c'est le frelon asiatique, en attendant cette espèce de salopard de géant. Mais c'est vrai qu'il y a plein de blogs, il y a plein on se renseigne de tous les côtés pour savoir quel est le meilleur procédé, etc. Donc je pense qu'on devrait pouvoir essayer de cantonner tout ça. À mon avis, le pire fléau, dans un premier temps, pour moi, c'est l'agrochimie. Avant le frelon asiatique. Je pense que le frelon asiatique, ça sera peut-être plus... On arrivera plus à se débrouiller. Ouais. Et contre les néonicotinoïdes, il n'y a pas moyen, quoi. Ouais. C'est plus discret. Ça les détruit, quoi. Ouais. Ça les détruit, c'est clair. Ça leur détruit le système nerveux, ça leur détruit le GPS. On ne peut pas le prouver, ça. Pour l'asiatique, on peut filmer. Enfin, on peut pas prouver. Je sais pas quels ont été les. On sait que depuis qu'ils emploient ces trucs-là, les abeilles crèvent, donc ça vient bien de quelque part, quoi. Et puis il y a eu des. Alors prouver, je sais pas, parce qu'il y a quand même eu des analyses qui ont été faites d'abeilles qui ont été contaminées à ces néonicotinoïdes et elles perdent le sens de l'orientation quand même. Donc pas prouvé. Ils trouveront toujours des analyses qui vous diront, c'est l'alibi de l'agrochimie, c'est le varroa, c'est le frelon, mais c'est pas nous. C'est toujours ça. Chaque fois que j'ai entendu des analyses de l'agrochimie, c'est ça. Ils se défendent en disant, c'est pas nous. Nous, nos produits sont Monsanto qui dit, c'est pas un poison. Le Roundup. Le Roundup, c'est pas un poison. On pourrait même le boire. Puis il y a un journaliste qui a pris le mec au mot, il dit, allez, buvez-le. Et il dit, vous me prenez pour un con. Donc c'était un aveu, quoi. Voilà. Donc ça va être dur de gérer ça avec des multinationales qui sont milliardaires et qui ont des moyens colossaux, quoi. Et donc, le but premier, c'est de faire du fric et le reste. Donc c'est à mon avis le plus gros problème. Ok. Après le frelon géant, qui n'est pas encore là. Mais je crois qu'il est apparu aux États-Unis d'ailleurs. Oui. Mais je sais pas quand, peut-être depuis 1 an. Je sais pas, j'en ai entendu parler et ça fait des morts, quoi, parce que c'est vraiment une bestiole. Ça fait 4 cm, hein, les ouvrières quand même, 4-5 cm. La reine, ça doit être un bombardier, un B-52. Mais il y a eu des morts. Il y a des morts avec les frelons asiatiques aussi chaque année, hein. Là, quand même, les pauvres abeilles, elles vont pas pouvoir résister, là. Et la tête de la bestiole aussi. Effrayante. On Oui, croirait des montages photos. C'est géant, mais vous regardez l'agrandissement d'un frelon européen, c'est assez impressionnant quand même. C'est un sacré bestiau avec des mandibules comme ça. Si vous regardez un agrandissement comme ça, c'est un gros monstre, quoi. Mais là, c'est des vrais monstres comme ça. Mais le problème, c'est qu'il va arriver, quoi. Oui. Alors, il faudrait qu'il y ait une campagne nationale, que nos édiles, nos chers édiles, pensent un peu à autre chose que sauver les multinationales et qu'ils arrêtent de se faire lobbyiser et qu'ils pensent d'abord à nos enfants. Parce que les abeilles vivantes aujourd'hui, demain, c'est la survie de nos enfants, peut-être. Donc, il faudrait un plan national. Moi, je trouve que ce serait bien. Si on s'y met tous, on y arrivera. Très bien. Merci beaucoup. On verra. En tout cas. Avec plaisir, en tout cas. Et bonne chance pour les futures récoltes, hein. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous conseille également d'écouter le podcast de Paul, qui est l'associé de Pascal.
et qui lui va vous parler plus en détail du renouvellement des reines. Comment est-ce qu'ils ont fait pour introduire des reines, de nouvelles reines dans leur ruche. Le lien est disponible dans la description de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à Pascal pour cette première interview d'une série de 26. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous d'avoir écouté ce podcast. Et je vous retrouve soit sur le blog mespremieresruches.com, soit sur cette plateforme de podcast. À bientôt.